Je pense que, là encore, je le disais tout à l'heure, les solutions court-termistes ne vont pas avec un questionnement éthique parce qu'il faut pouvoir, à des étapes précises de la transformation, se poser la question, se poser déjà, se poser physiquement et se dire est-ce que ce qu'on prend comme décision est toujours aligné avec nos valeurs ? Des valeurs qui sont les nôtres, donc qui ne sont pas forcément comprises par l'extérieur. Mais dès lors que l'organisation est toujours alignée, là on rentre dans une vraie culture d'intégrité. L'intégrité pour moi c'est l'adéquation entre les valeurs et les faits. Bienvenue dans DinoSapiens, le podcast des organisations en mutation. Ici, on explore ces transformations qui, avec le recul, sont toujours plus qu'un simple projet. Elles transforment le collectif et elles nous transforment aussi. À chaque épisode, je décrypte les dynamiques humaines de la conduite du changement. Et je vous partage des pratiques concrètes pour avancer avec clarté, avec alignement et avec un vrai sens de l'intelligence collective. Vous allez entendre des conversations avec des leaders authentiques, des conversations où naissent parfois de nouveaux récits, des récits qui deviennent une boussole quand tout bouge et qui nous aident chacun à notre manière à retrouver notre étoile du berger. Installez-vous, laissez-vous inspirer et ensemble, évitons l'extinction. Aujourd'hui dans DinoSapiens, je reçois Audrey Morin, une femme qui consacre sa carrière à un sujet aussi essentiel que souvent mal compris. Je veux parler de l'éthique en entreprise. Et vous allez l'entendre, chez elle, l'éthique n'a rien d'un vernis. C'est un moteur, une manière de transformer les organisations, de créer un climat de confiance et de rendre les entreprises réellement performantes. Audrey a un parcours que peu ont osé emprunter à l'époque. Elle choisit très tôt un master en droit et éthique des affaires, alors que le sujet n'existait presque pas encore en France. Elle complète avec un MBA, puis une formation en médiation et gestion des conflits. Parce qu'on ne peut pas parler d'éthique sans comprendre l'humain, les tensions, les zones grises, les dilemmes. Depuis plus de 15 ans, elle construit et dirige des programmes d'éthique et de conformité dans des environnements internationaux complexes. Accenture, Atos, un grand fabricant de matériel électrique. Et aujourd'hui, elle est Group Chief Compliance Officer et Group DPO chez Atalian. Mais Audrey ne se contente pas d'appliquer des règles, elle fait avancer le cadre lui-même. Elle siège au Cercle d'éthique des affaires, contribue aux travaux du MEDEF sur la conformité internationale et représente les entreprises auprès du Business at OECD Anti-Corruption Committee, où elle travaille à construire un terrain de jeu mondial plus juste, plus transparent, plus aligné. Ce qui la guide, une conviction forte. Aucune entreprise n'est éthique par nature, mais toutes peuvent le devenir, si elles acceptent la lucidité, l'alignement et la cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Pour elle, l'éthique, c'est ce qui fidélise les talents, c'est ce qui sécurise les décisions et donne du sens aux organisations. Audrey s'engage aussi pour rendre visibles les femmes expertes de son domaine, encore trop peu représentées dans les panels et les espaces de décision. Là encore, elle ouvre la voie. C'est cette voix justement, engagée, exigeante, que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode, Audrey Morin. Merci beaucoup, Bérangère. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer, nous donner une définition de l'éthique ? Alors, il y a plein de définitions de l'éthique, très académiques. Ça fait des millénaires que même les philosophes définissent l'éthique. Alors moi, je vais donner une définition peut-être plus appliquée au monde de l'entreprise. Selon moi, l'éthique, c'est lorsque la conformité ne suffit plus. C'est quand le droit ne suffit plus. Lorsqu'on dit c'est légal, ne suffit plus. L'éthique, c'est justement lorsque dans un contexte donné, il y a différentes problématiques, il faut questionner. Il faut qu'on se questionner ses choix, mais il faut aussi questionner ses décisions. Et c'est là aussi où je reprendrai cette expression connue qui est de dire que il y a une éthique de la responsabilité.
c'est qu'au-delà des convictions, au-delà des valeurs, c'est comment on s'assure qu'on est responsable des actes issus de ces valeurs. Alors pour moi, ça implique, et tu le disais en introduction, cette idée de cohérence, c'est entre ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on fait, ce qu'on mesure. Donc dans les organisations, ça va être en effet les valeurs, ça va être les politiques, ça va être les actes, les décisions, et puis aussi tout ce qui est contrôle. Et c'est vrai que très souvent, on assimile le sujet du contrôle à des choses peut-être très pragmatiques, très rigides, notamment liées à tout ce qui est programme de conformité dans les organisations, alors que je suis persuadée qu'on peut aussi mesurer cet écart entre éthique, valeur et éthique dans les faits. Oui, et en fait, quand on parle de valeurs, moi c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai connu comme toi des organisations où il y avait des valeurs dans lesquelles je pouvais me reconnaître qui étaient écrites au mur ou dites régulièrement, mais en fait au moment de l'applicabilité des principes managériaux, elles disparaissaient complètement. Et donc il y avait un véritable écart entre une dissonance très forte entre effectivement les plaquettes marketing et ce que je vivais au quotidien. Alors ça, je pense que tout le monde le vit dès lors qu'on est en entreprise, dès lors même qu'on vit en société, tout le monde peut le vivre à différentes échelles. Je pense que pour ce qui concerne les entreprises, on fait souvent un amalgame dangereux entre morale et éthique. La morale, c'est personnel. La morale, c'est hérité d'un système de valeurs qui nous est donné par nos parents, par notre culture, par un ensemble de choses finalement qui nous construit en tant qu'être humain. Alors que l'éthique, ce n'est pas de la morale. L'éthique, c'est ce qui est juste et soutenable dans un contexte donné. Et c'est là où finalement il y a une question de responsabilité individuelle mais aussi collective. Les entreprises, c'est quoi? C'est la somme d'êtres humains qui arrivent dans une organisation avec leurs codes moraux, avec leur système de pensée. Ce qui permet à une entreprise de dire qu'elle a des valeurs, c'est de chercher parmi toutes celles qui sont représentées, et notamment dans la direction, celles qui vont vraiment forger la culture d'entreprise. Et souvent, cette dissonance, elle se crée lorsque il n'y a pas réellement de check, de vérification entre des valeurs qu'on va poser à un moment donné et leur application par chaque homme et femme de l'organisation. Et nous sommes humains. Et je pense que chacun à notre niveau, nous pouvons toujours tous être d'accord, je pense, pour dire que nous sommes contre le travail forcé, contre l'esclavagisme. Et puis finalement, il peut y avoir des cas où, dans un contexte donné, les choses ne sont pas aussi simples. Je prends par exemple le cas de sociétés qui ont été dans des situations où elles ont dû négocier avec des organisations pas forcément recommandables, notamment des organisations terroristes dans certains pays, où parfois c'était une question de sécurité de leurs employés. Tout ça en fait est là pour signifier que tant qu'on n'est pas dans une vraie dynamique de questionnement, en effet, on peut avoir des situations où des organisations vont laisser justement toute une ligne managériale prendre des décisions qui sont contraires à ces valeurs, mais parce qu'elles ne sont pas réellement guidées par cette vérification au quotidien de la mise en place de ces valeurs. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé quand on a préparé l'épisode, c'est ce concept de test de lucidité que tu as évoqué. Tu as mis en place une structure, une gouvernance éthique dans plusieurs grands groupes internationaux. Pourtant, nous avons travaillé toutes les deux dans l'un de ces groupes et cet écart entre les principes éthiques et la réalité était plus que saisissant. Comment ça s'explique alors ? Je pense que ça s'explique par le fait que l'éthique est souvent vue comme quelque chose d'affiché, un sujet parfois trop souvent simplifié au sujet de la communication. C'est souvent vu comme un produit marketing aussi, mais c'est là où la conformité, ou en tout cas la dynamique de conformité vient aider à ce que l'éthique soit plus tangible selon moi. C'est qu'on ne se pose pas la question du test de lucidité. On a les valeurs, on a son code d'éthique, et puis finalement on va aller voir ce qui se passe, notamment dans le système d'alerte, mais l'écart entre finalement les valeurs et les comportements qu'on peut déceler dans le système d'alerte ne va pas être compris, même pas connu. Et finalement, là, c'est très humain, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qui s'est passé et qu'on est directement face à une situation qui ne peut plus retourner en arrière, la première réaction de beaucoup de personnes, c'est le déni. Et je pense que ce test de lucidité,
permet de ne plus être dans le déni. Ça permet, par ce test régulier, c'est vraiment une dynamique quotidienne dans les décisions, notamment dans les projets de transformation, dans les projets de développement, dans les projets d'investissement, même dans les projets de partenariat. C'est cette question de qu'est-ce qui comment nos valeurs vont être impactées par ces externalités, par cette stratégie. Quels sont finalement les scénarios, les dilemmes que nous pourrions rencontrer et comment on les prépare. Et ça, la préparation, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que technologique, elle n'est pas que processuelle, elle est aussi humaine. Et ça passe aussi par poser de manière très claire l'application de ces valeurs dans le contexte proposé. Et puis l'autre pendant, c'est notamment lorsque ça arrive, parce que parfois, ce n'est pas qu'une question de non-conformité. Quand c'est illégal, la barrière est très nette, très claire, elle est haute, c'est illégal. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque la règle n'est pas violée, mais ça pose un problème en termes de valeur. Et là, je pense qu'on parlait de responsabilité juste avant, c'est une question aussi de courage managérial, de sortir du déni qui finalement amène à l'immobilisme. Il est parfois plus facile de se dire que ça n'existe pas, parce que si on reconnaît que ça existe, ça pose la question du changement. Et parfois, les organisations pensent que le changement est beaucoup trop important. Oui, ça demande trop de deuil. Trop de deuil, exactement. Et je pense que dans une vraie démarche éthique, il faut être capable de se dire, nous allons faire le deuil. Nous allons faire le deuil d'une organisation, nous allons faire le deuil de pratiques, nous allons faire même le deuil de certaines personnes. Et je pense que même dans des organisations qui ont compris l'importance de l'éthique, ça peut être dans des contextes, par exemple, économiques sensibles, de se dire, non, on fait le deuil même de personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont amené un jour à un succès, mais qui ne correspondent plus à ce qu'on veut pour le futur. L'éthique, est-ce que c'est selon le pays? Parce qu'on parle, on a toutes les deux en tête ce grand groupe international et on peut se dire qu'il peut y avoir des nuances selon les pays. Donc, est-ce que c'est selon les pays ou est-ce qu'il y a une notion comme la conformité qui fait le lien entre l'éthique et la culture? Alors, je pense que c'est un grand sujet et c'est un grand sujet où finalement on aurait pu apporter une réponse différente il y a encore quelques mois, quelques années, par rapport à aujourd'hui. Dans un monde mondialisé, finalement, on a pu mettre en place une sorte de contrat éthique dans des groupes internationaux. Finalement, dès lors qu'on rentrait dans ce groupe, on faisait un peu fi de là où on venait pour se fondre dans finalement cette culture d'entreprise. Ça faisait presque partie du contrat de travail, de manière implicite, de dire nous savons qui tu es, nous savons d'où tu viens, mais dans le cadre du travail, voilà les règles qui s'appliquent, et notamment des règles qui peuvent être parfois contraires à tes lois locales. Ça, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus vrai. On a pu voir aussi des soubresauts ces dernières années, mais je pense que dans un monde de plus en plus fragmenté, que ça soit géopolitique, culturel, mais même en termes de valeurs démocratiques, c'est très compliqué de dire aujourd'hui, maintenant, il y a une réponse uniforme à donner dans l'interprétation d'une valeur par rapport au pays dans lequel on opère. Donc là encore, je pense que c'est une question de rendre dynamique l'éthique. C'est pas quelque chose qui est figé sur un document. C'est vraiment de se confronter à ce que ça veut dire dans un contexte donné, dans un pays donné, et d'être encore une fois responsable de la décision qu'on prend. Il vaut mieux, selon moi, quelqu'un qui communique sur les difficultés et qui prend une décision qui n'est peut-être pas la décision qu'on accepterait dans un autre pays, mais qui nous semble la plus juste et la plus soutenable en fonction du contexte local. Ça suppose un comité d'éthique dans chaque pays? Ça suppose en tout cas une réflexion, un questionnement éthique, au moins dans la sphère managériale. Et c'est même un muscle qu'il faut pouvoir amener à gonfler, ou en tout cas à construire, pour que les managers au niveau local puissent eux-mêmes être finalement les testeurs de lucidité de ce que demande le groupe versus que l'organisation au niveau local est capable à la fois d'emmagasiner, mais aussi ce qu'elle ne peut pas. Et notamment aujourd'hui, avec les problématiques américaines, les problématiques chinoises, lorsqu'on voit que par exemple, ces derniers mois, beaucoup d'entreprises ont décidé de revenir sur leurs valeurs de diversité et d'inclusion par rapport à la mouvance trumpienne, ça interroge justement sur
là où on met le curseur, parce que ça veut dire que finalement, est-ce qu'on remet tout en cause, ou est-ce qu'on se dit qu'en effet, sur le territoire américain, il faut avoir une autre façon de présenter ces valeurs. Donc maintenant, on parle plus pour ces filiales américaines, de ces sociétés américaines de Equal Opportunities. Finalement, on peut mettre la même chose, mais le mot n'est pas repris. Voilà. Donc ça fait partie de ces exemples qui permettent aussi de construire une réflexion qui ne soit pas simplement, on va dire, dogmatique, mais qui soit réellement pragmatique. J'aime bien le contraste entre les deux. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets qui mettent en scène l'éthique en entreprise pour qu'on comprenne bien en quoi c'est important pour les entreprises et notamment quand elles songent à se transformer? Alors déjà, je pense, j'ai beaucoup travaillé dans le passé sur des projets de M&A. Je pense que les questions de M&A, d'intégration ensuite des entreprises dans des groupes qui ont déjà des valeurs fortes, est un très bon exemple de transformation et aussi d'intégration et d'acculturation à l'éthique. J'ai en tête deux exemples. Un exemple où finalement l'intégration était importante pour le groupe parce que finalement le secteur d'activité que représentait cette société était un peu l'avenir finalement du domaine d'activité de l'entreprise. Mais il n'y a pas eu ce test finalement de l'adéquation des valeurs entre ce qui était existant dans le groupe qui a racheté et le groupe qui se faisait racheter. Et finalement, l'éthique, et notamment tout ce qui était des documents utilisés par le groupe pour parler d'éthique, ont été utilisés en bouc émissaire par notamment des instances représentatives du personnel pour dire « vous nous dites ça dans un document, mais voilà ce qui se passe sur le terrain dans le cadre de l'intégration ». Et pour moi, d'avoir eu ces échanges avec ces représentants m'a fait comprendre que c'est des sujets qui n'ont jamais été traités dans le cadre de la conduite du changement lié à l'intégration et que finalement, moi, j'arrivais à être très en aval avec mes textes, mes politiques, mes formations, etc. Et puis qu'on me regardait en me disant « mais c'est pas sérieux ce que vous nous dites » parce que voilà tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'intégration. Donc là, c'est aussi, première leçon, c'est un sujet qui doit être traité en amont et pendant toute la durée de l'intégration et même avant l'intégration. Si en effet on est clair sur ce qu'on souhaite en termes de valeurs, d'éthique, ça doit être des sujets qui doivent être traités dans la phase de pourparlers et de négociation. Et d'où l'intérêt aussi de traiter de ces sujets-là, d'évaluer aussi ces sujets-là dans le cadre de la due diligence, qui est parfois vu comme un sujet, on va dire, très financier, axé sur des risques qui ont quand même un impact financier ou un risque juridique. Mais là, il y a tout un pan où, je pense, où les directions conformité éthique et directions RH ont un rôle prépondérant à jouer. Un deuxième exemple que j'ai en tête, qui est plus récent, c'est dans le cadre, en fait, d'une grande différence de culture managériale. Dans le cadre d'une activité d'acquisition que j'ai eu la chance de superviser et d'accompagner côté éthique et compliance, l'acquisition était en fait une très grande acquisition, mais avec tout de suite une opposition dans la culture managériale entre d'un côté une culture managériale, on va dire affichée comme assez collaborative, je vais pas dire linéaire, mais en tout cas assez collaborative, où finalement où il était possible d'avoir différentes personnes pour échanger sur des sujets ou prendre des décisions, quel que soit leur niveau, en fait, une culture un peu horizontale. Voilà. Alors, pas pour la prise de décision, mais en tout cas pour trouver pour la collaboration. Et l'entreprise qui était rachetée, qui elle était dans une logique très traditionnelle paternaliste où il y a un chef qui décide. Oui. Et qui parle. Et qui parle. Exactement. Et qui parle. Et que finalement, la parole n'existe pas à niveau individuel. Donc, parce que derrière l'idée de collaboration, ça implique l'idée de communication. Et lorsqu'on a intégré cette société, donc on a travaillé beaucoup sur on va dire sur les aspects de conformité, politique, évaluation des risques sur l'ensemble de leur écosystème, etc. Mais quand est venue la question du déploiement de notre système d'alerte dans cette filiale, qui représentait quand même plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, les premiers mois, nous n'avons rien reçu. Rien. Alors même que nous avions fait des communications, des formations. Et c'est là, en fait, encore une fois, on est arrivé trop en retard de ce diagnostic, c'est que on a compris que la culture était hautement hiérarchique, qu'il y avait finalement une culture de non-communication, d'absence de liberté d'expression à l'échelle individuelle. Ouais. Souvent, on a le silence poli.
c'est quelque chose qui imprègne doucement les organisations, mais effectivement, absence de communication, c'est beaucoup plus extrême. Exactement. Et donc, on a dû retravailler après, mais d'ailleurs en intégrant directement les équipes managériales, sur comment on change cette culture. Et c'est là où il ne faut pas penser que ces sujets-là doivent être traités à part, parce que très souvent, ces signaux faibles, qui ne sont pas finalement des signaux faibles pour nous, mais qui deviennent des signaux faibles, on va dire, pour l'organisation, permettent aussi de confirmer d'autres choses que l'on voit, qui elles ont un impact directement business, et qui finalement pourraient venir plus rapidement soutenir des décisions, on va dire, des décisions managériales. Et notamment dans ce cas particulier, de revoir les équipes dirigeantes de la filiale intégrée, de pouvoir mettre des personnes du groupe à certains niveaux pour que finalement la prise, la greffe se fasse. Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple en tête où là, j'estime que le travail a été fait en amont. C'était une société beaucoup plus petite où, dans laquelle la due diligence RH a soulevé beaucoup de sujets de mutual agreements signés entre des anciennes salariés et ES avec l'entreprise, et qui a donc soulevé potentiellement des problématiques de harcèlement et surtout harcèlement sexuel. Qui en fait, après nos investigations dans le cadre de la due diligence, concernait le président directeur général. Et on a pu traiter ce cas-là en phase de due diligence et donc en phase de négociation. Et notamment, et ça je salue encore quelque part le courage de la personne qui était en charge de ce dossier, de l'intégration de cette entreprise dans mon organisation, qui a dit « je ne veux pas de cette personne au moment où on achète. Je ne veux pas de cette personne ». Et donc, on a négocié son départ, et son départ était acté avant même que le deal se conclue. Et donc là, je pense qu'il y a ces sujets où à la fois il y a évaluer, analyser, identifier les problématiques, et puis après, être sûr qu'aussi le soutien, enfin c'est même pas qu'un soutien, qu'on puisse transférer la responsabilité managériale à ceux qui vont dire bah voilà, ça n'existe pas chez nous, donc on ne vous prend pas. Et donc, en conséquence, selon toi, quels sont les enjeux pour une organisation d'embarquer l'éthique, l'équipe éthique, très tôt dans sa transformation? Est-ce que ça va être un garant des valeurs ou de l'identification d'écart des valeurs? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui feraient que ça devrait être incontournable? Alors, déjà, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une accélération des transformations sur tous les ponts, que ça soit des réorganisations internes pour des raisons économiques, pour des raisons aussi, on va dire, de performance financière. Nous avons aussi toute la vague de digitalisation qui amène aussi à son lot de transformation. Là, à mon avis, c'est moins... Alors déjà, il y a deux risques. Il y a un risque dans ces transformations par rapport à l'éthique. Il y a déjà un risque de désalignement. C'est-à-dire que l'entreprise est tellement focalisée sur, quelque part, la crise qui est amenée par ces enjeux de transformation, qu'on va être soit dans une logique d'action rapide, donc on veut des résultats concrets à court terme, et le court terme ne fait pas bon ménage avec un questionnement éthique. C'est bon à savoir. Voilà, déjà d'une. Ou à l'inverse, de ne pas prendre de décision. Et l'attentisme en cas de transformation est aussi très dangereux, parce que lorsqu'on attend, on néglige, et donc on ne fait plus le travail de vérification, de test de lucidité. Et donc là déjà, il faut en avoir conscience, parce que très souvent, je pense que une fois que la transformation est finalisée, c'est là où on va voir les pots cassés quelque part sur des sujets qui sont finalement centraux, qui même abîment les humains de l'organisation. Et le deuxième risque éthique, entre guillemets, c'est selon moi dans les transformations, c'est la dilution des responsabilités. Parce que très souvent, on pense que la transformation doit être drivée par quelqu'un d'extérieur, où on va être amené par des personnes qui vont, notamment une nouvelle équipe dirigeante. Et donc finalement, on se dit que tout ça n'est pas chez nous. C'est finalement les gens qui sont là pour la transformation. Et donc, on perd la connexion avec notre responsabilité individuelle dans le fonctionnement de l'organisation. Et le fonctionnement, ce n'est pas simplement s'assurer que la transformation se fasse, mais c'est s'assurer qu'elle continue finalement à opérer dans les valeurs qui ont été définies.
Et donc là, selon moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà toujours être en avance de phase sur voilà, telle transformation, qu'est-ce que ça amène en termes de dilemme. Et ne même là, d'avoir une certaine idée de cartographie, c'est-à-dire des dilemmes probables ou moins probables, ou des choses on sait que ça va arriver. Par exemple, on parlait de l'IA, on peut imaginer que la mise en place de projets IA très structurants dans les opérations va amener très vite à un déclassement de compétences d'une grande partie de la population, et notamment d'employés qui n'ont pas eu de formation, même sur le numérique, qui se sont formés au cas par cas, mais qui finalement n'ont pas vu ça comme un vrai sujet dans leur métier jusqu'alors. Ça, il faut pouvoir l'anticiper, parce qu'après, ça amène justement à, on va dire, le temps de pénétration de la transformation. Est-ce qu'on fait tout d'un coup, ou est-ce qu'on fait ça sur plusieurs années, et quelles sont les actions qu'on met en place pour limiter cet impact. Et là, le questionnement éthique, il est lié finalement à on va dire, à la direction IT, mais il est aussi lié finalement à la direction RH. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable d'accompagner? Et est-ce que c'est toujours en accord avec nos valeurs? On ne peut pas dire d'un côté, nous sommes pour la seniorité et nous avons des programmes seniors d'accompagnement, et de l'autre, dire que nous n'accompagnons pas du tout finalement les gens dans la mise en place de compétences liées à l'intelligence artificielle générative. Là, il y a une dissonance entre une valeur et les faits. Donc tout ça, faire cette cartographie en amont et là, être très lucide sur réellement quels sont les dilemmes. La deuxième chose, c'est pendant. Je pense que ce qui est problématique dans les transformations, c'est qu'on veut trop vite aller à l'objectif identifié. Et donc on ne se focalise pas assez sur la qualité de la transformation à des étapes données. Je pense que, là encore, je le disais tout à l'heure, les solutions court-termistes ne vont pas avec un questionnement éthique, parce que il faut pouvoir, à des étapes précises de la transformation, se poser la question, se poser physiquement, et se dire, est-ce que ce qu'on prend comme décision est toujours aligné avec nos valeurs? Des valeurs qui sont les nôtres, donc qui ne sont pas forcément comprises par l'extérieur. Mais dès lors que l'organisation est toujours alignée, là, on rentre dans une vraie culture d'intégrité. L'intégrité, pour moi, c'est l'adéquation entre les valeurs et les faits. Et donc là, ensuite, il y a tout ce qui est contrôle. Donc ensuite, et là, dans les contrôles, c'est être en capacité de savoir là où il faut contrôler, c'est-à-dire les pen tests, on va être sûr que la transformation s'est bien faite, sans contredire les valeurs, sans prendre des décisions qu'on n'est pas prêt à assumer. Et puis, si des décisions qu'on ne sommes pas prêts à assumer, si des mauvaises décisions ont été prises, d'avoir le courage de les sanctionner. Et ça, très souvent, je pense que parce qu'il y a le vernis de la transformation, on pense que ceux qui ont été performants côté transformation n'ont plus de responsabilité par rapport à les moyens d'y être arrivés. Alors là, peut-être en complément. Ça me parle complètement. J'ai plein d'exemples. Et là, c'est finalement l'éthique est très anti-Machiavel. C'est que non, la fin ne justifie pas les moyens. Et ça aussi, c'est en termes de communication, il faut à mon avis être très clair. Ouais. C'est que tout projet de transformation doit être très clair sur la limite à ne pas franchir au niveau individuel. Même si la performance, même si l'objectif sera réalisé grâce à ça. Alors, il y a une discussion qu'on n'avait pas abordée pendant la préparation, mais qu'on a abordée dans notre temps d'échange avant cet enregistrement. C'est l'influence ou l'impact des investisseurs. Est-ce qu'il faut que les investisseurs soient au courant des valeurs et des procédures éthiques de l'entreprise? Est-ce qu'il faut les onboarder? Est-ce qu'il faut leur expliquer comment ça joue? Parce que un grand nombre d'entreprises aujourd'hui disent, nous, on choisit plus vraiment comment on agit. On a des objectifs qui sont très court-termistes, qui sont parfois en opposition avec nos valeurs, mais on ne décide pas de tout. Alors, comment on entraîne les investisseurs dans cette vision qui est plutôt long terme, comme tu le disais, dans pour qu'on réussisse à ne pas avoir cette dissonance et à pouvoir se projeter sur le long terme? Alors là, je vais revenir à des cours de droit qui me sont très très anciens, en droit des sociétés, où notre professeur nous avait dit que finalement le droit des sociétés et un pacte actionnarial, c'était un peu comme un mariage, mais pour les entreprises. Je pense que parfois, on oublie que être investisseur, être actionnaire,
finalement, ça s'inscrit dans une dynamique qui n'est pas simplement donner de l'argent pour en recevoir, mais qui s'inscrit dans une dynamique long terme. Comme un mariage, hein. En tout cas, quand on se marie, on a cet objectif de long terme, même si finalement ça se réduit potentiellement à un moment donné, mais on est quand même dans cet objectif de long terme. Et de long terme, on le définit, l'actionnaire peut avoir sa propre perception du long terme. Ça peut être 2 ans, comme ça peut être 10 ans. Mais en tout cas, on est dans un objectif où nous allons faire un chemin ensemble. Et finalement, dans un contrat, lorsqu'on fait société, il y a la question de l'intitut personnel. C'est donc, je fais avec qui? Et deuxièmement, je fais avec le pourquoi. Et c'est notamment l'objet social d'une société. Là où, selon moi, on est rentré dans une sorte de dichotomie lorsqu'on parle actionnaire versus les besoins des autres parties prenantes, c'est qu'on a tendance à penser que l'actionnaire n'est là que finalement pour mettre de l'argent et en recevoir. Je pense qu'un actionnaire, comme toute personne qui investit, et même une société, un fonds d'investissement, il est quand même dirigé par des personnes, veut se retrouver dans quoi il investit, parce qu'il a quand même une perspective d'y rester et d'accompagner. Il y a un désir d'accompagner telle société par rapport à une autre. C'est souvent d'ailleurs ce qu'ont mis en évidence, on va dire, les premiers fonds d'investissement ESG, investissement socialement responsable, ISR, c'est cette idée que notamment des fonds ont décidé de ne plus investir dans les armes, ne plus investir dans le tabac, ne plus investir dans tout ce qui était lié au contraire aux bonnes mœurs, etc. Aux hydrocarbures, etc. Et donc ces investissements socialement responsables, ils existent même depuis le milieu du XXe siècle ou même avant aux États-Unis. Après, c'est devenu une tendance plus générale. Donc finalement, ce choix de l'investissement a toujours eu lieu en fonction de critères qui n'étaient pas simplement des critères économiques et de profitabilité. Donc mon conseil, ça serait de remettre ces discussions sur la table lorsqu'on a justement des échanges avec des futurs investisseurs. Est-ce que finalement, au-delà de ce qu'on peut vous rapporter financièrement, nous sommes d'accord de la manière dont nous voulons le faire? Et ça, notamment, ça pérennise la relation. Parce que si nous sommes d'accord sur la manière de le faire, s'il y a des turbulences, on revient au sujet des turbulences d'avant, s'il y a des turbulences, nous savons quelle est la ligne de conduite que nous prendrons. Et vous nous accompagnerez dans cette ligne, dans ces turbulences. Je pense aussi que ça peut être très vrai, notamment pour des entreprises qui sont en très forte expansion, qui passent, comme on en discutait, des startups qui vont être un passage de scale-up, ou alors des entreprises qui étaient très sur un marché local et qui vont s'internationaliser. Et donc, je pense, par exemple, parler de fonds d'investissement public qui vont aller chercher justement ces contours de décision pour vraiment être sûr qu'on comprend la même chose en termes justement de développement dans des pays, de développement dans des secteurs d'activité qui peuvent être porteurs de leur propre, on va dire, propre problématique. Et donc là, dès lors qu'on remet en fait ces discussions au cœur, je pense qu'on crée un nouveau dialogue avec nos investisseurs potentiels, plus pérenne, et puis aussi qui amène à de la confiance. Alors, j'ai pas encore dit le mot confiance, mais je pense sincèrement que les questions d'éthique, au-delà de ce qu'on a pu dire en termes d'objectifs soutenables, c'est apporter de la confiance. À l'échelle individuelle, la confiance est ce qui est peut-être le moteur qui fait qu'on avance pour quelqu'un. Absolument, voilà. Ouais. On a une vision très alignée là-dessus. Voilà. Oui. Et c'est la même chose pour les entreprises. Et l'éthique, le questionnement éthique, va permettre de créer de la confiance, parce que la confiance, dans cette dynamique-là, ça implique d'être aligné sur les valeurs, sur l'application de ces valeurs, donc cette capacité à dire non, lorsque ces valeurs ne sont pas protégées ou ne se retrouvent pas. Et puis, au-delà de ça, de cette capacité à dire non, c'est cette capacité à être transparent. Et ça, je pense que tout investisseur veut de la transparence. Il veut savoir ce qui se passe dans son organisation. Il veut savoir quelles décisions ont été prises, pourquoi telle décision n'a pas été prise. Donc tout ça, c'est finalement des choses qu'il recherche pour être sûr que son investissement soit entre de bonnes mains. Oui. Donc
Le pendant finalement de l'éthique, c'est aussi d'assurer en fait cette cohérence qui passe aussi par de la transparence et finalement qui crée de la confiance pour un partenariat durable. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Alors, quels seraient tes 3 conseils pour mettre en place une démarche éthique dans son organisation? Alors déjà, tu l'auras compris, je pense, mon premier conseil, c'est de ne pas penser que tout est fait en un jour. Tout prend du temps. Et d'ailleurs, comme ça prend du temps, il faut être en mesure de se dire que les écueils que nous pourrions voir sont des écueils normaux. Voilà, ne pas en prendre à tâche plus que ça. Donc rentrer vraiment dans une logique progressive qui est fondée d'abord sur des cas concrets dans l'organisation. Ça ne sert à rien de faire un code d'éthique avec des cas qui sont sortis finalement par ChatGPT parce qu'il a fait un comparatif des cas pratiques d'autres de codes d'éthique. C'est vraiment de sortir des cas concrets. Qu'est-ce qui se passe pour nos salariés? Qu'est-ce qui se passe pour nos commerciaux lorsqu'ils échangent avec des clients? Qu'est-ce qui se passe avec nos salariés qui s'occupent de la qualité et qui parfois en effet sont confrontés entre des problématiques de qualité et de rendement ou de production? Enfin, des vrais cas qui permettent après de vraiment dessiner les contours de notre démarche éthique. Et ça prend du temps. Il faut être en mesure de se dire on prend du temps pour ça parce que à la fin ça va être rentable. Ça va être rentable parce qu'il y aura moins de risques. Le deuxième conseil, ça serait justement de s'assurer que le contrôle soit régulier entre l'écart de la politique, des valeurs avec le terrain. Là, donc, c'est renforcé donc les sujets de contrôle interne, mais c'est aussi dans l'action de chaque manager d'être en position de questionner ses équipes sur, voilà, ça c'est la règle, ça c'est nos valeurs. Est-ce que tu es capable de me dire aujourd'hui si on les a respectées ou est-ce que tu as senti, toi, un sujet qui pose question? Et donc, dans ce questionnement qui est dans la responsabilité de chaque manager, il y a aussi la responsabilité d'écouter. La compétence d'écoute doit être au centre des compétences managériales. Parce que sans écoute, on a des œillères et on ne voit pas ce qui se passe. Donc ça serait vraiment donc sur la formation. Mon conseil, là, serait vraiment la formation des managers à questionner ces équipes et à écouter. Un gros travail à faire avec les ressources humaines. Et mon troisième conseil, c'est vraiment mettre en place ce test de lucidité qui doit être périodique. Alors on peut utiliser les enquêtes internes de satisfaction employée. On peut aussi utiliser de la data analytics si le système d'alerte fonctionne bien, parce que ça permet aussi de voir en fait les angles morts et de voir que là il manque quelque chose, ou en tout cas il semble que quelque chose ne fonctionne pas, par exemple dans cette activité ou dans cette équipe. Et ce test de lucidité, il doit nous amener aussi à 2 choses. Est-ce qu'on est capable de dire que si ça ne fonctionne pas, ça a un impact direct sur les gens qui ont permis que ça ne marche pas? Donc là, c'est toute la question de la performance. Comment on redéfinit aussi en interne les critères de performance et pas simplement de faire de la formation éthique. Non, ça c'est pas lié à la performance. Vraiment de la performance éthique. Et la deuxième chose, c'est vraiment le courage et la confiance. Si demain, ce qui s'est passé, ou en tout cas ce qu'on pense qui s'est passé, devait faire la première page de couverture, est-ce que en nous, profondément en nous, on aurait une réaction de rejet, de colère, des choses qui sont vraiment très épidermiques finalement. Là, je pense aussi, c'est à chacun de se dire qu'est-ce qu'on est capable aussi de défendre lorsqu'un sujet, une problématique est soulevée. Et ça, c'est très difficile à faire. On en revient sur la question du déni et de faire plusieurs deuils. Mais il faut être en capacité de se dire, si ça devait faire la première de couverture, comment agirions-nous pour remédier au problème? Je connais une entreprise qui, tous les 6 mois, forme tous ses employés, ses centaines de milliers d'employés, à faire une formation Standard Business Conduct, avec des cas d'usage extrêmement pratiques qui permettent oui ou non et de se situer. Où est-ce que tu situes cet aspect formation dans l'écosystème de la mise en place d'une démarche éthique? Alors, je vais faire une comparaison avec le permis de conduire. Pour moi, c'est des tests liés au code de la route. Ils sont nécessaires. D'ailleurs, ils sont nécessaires avec des cas pratiques qui sont issus de l'entreprise, notamment par exemple des cas qui ont été confirmés et sanctionnés, remontés dans le système d'alerte, par exemple. Donc c'est très important. On ne peut pas conduire sans code de la route.
Par contre, après, il faut passer à la conduite et la conduite accompagnée. Les cours de conduite sont avec un moniteur. Et là, pour moi, je parlais tout à l'heure de la formation des managers. Il faut former les managers à être finalement le moniteur de conduite pour que le salarié soit accompagné dans le quotidien, une fois qu'il est sur la route. Parce que, encore une fois, on peut être très clair sur la règle, la comprendre et comprendre quelle est la limite à ne pas dépasser. Par exemple, 50 km/h. Mais au début, pour muscler cet automatisme, il faut plusieurs heures de conduite pour être sûr de respecter, notamment lorsque différentes problématiques se rencontrent. Absolument. Voilà. Et donc là, c'est le rôle du moniteur. Le rôle du moniteur est prépondérant. Donc la formation des managers est là aussi une question de s'assurer qu'ils fassent ce travail-là aussi dans les faits. Un immense merci Audrey. Depuis le début du podcast, je souhaitais t'accueillir, puis les conditions n'étaient pas complètement réunies. Un grand merci d'avoir partagé toutes tes convictions sur l'éthique avec tous ces cas pratiques. Et merci à toi, Bérangère. Voilà, et cet angle par rapport à la transformation que je trouve remarquable. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Dinosapiens, à laisser quelques étoiles sur Spotify et un avis sur Apple Podcast. C'est ce qui aide le plus le podcast à grandir et à faire connaître ses voix qui transforment nos organisations. Avec Audrey Morin, nous avons compris que l'éthique n'est pas un vernis, ni un simple chapitre dans un code de conduite. C'est une boussole vivante, un exercice de lucidité et de courage. Elle nous a rappelé que l'éthique commence là où la conformité ne suffit plus, dans ces zones grises où il faut accepter de questionner ses choix et d'en assumer les conséquences. Transformer une entreprise, ce n'est pas seulement changer de process, c'est aligner ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle mesure. Je retiens cette idée forte, aucune organisation n'est éthique par nature, mais toutes peuvent le devenir si elles acceptent le temps long, l'écoute et le test régulier de leur propre cohérence. Merci Audrey Morin pour cette parole exigeante et très humaine, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Dinosapiens. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des transformations, et d'ici là, évitons l'extinction.